Nous sommes jeudi, c'est le 5 janvier 2017. Ravi de vous retrouver pour les informations de la mi-journée sur l'ORTB. Voici le sommaire. Le préfet de l'Ouémé rend compte de 6 mois de gestion à la tête de la préfecture. À suivre dans ce journal le compte-rendu de la conférence de presse qu'il a animée à Porto-Novo. Ils sont trois agents des douanes béninoises en prison depuis peu. Ils se sont rendus coupables de légèreté. À la une également ce 5 janvier, un commentaire du service des sports sur les 3 orfèvres de football qui vont à la conquête du trophée du meilleur joueur africain de l'année 2016. Bonjour et bienvenue à tous. 3 agents des douanes béninoises sont depuis quelques jours en prison. Ils ne connaîtront pas également d'avancement pendant 2 ans. On leur reproche surtout des faits graves dans l'exercice de leur métier, des faits sur lesquels revient ici le directeur adjoint des douanes et droits indirects. Il est au micro de Roch Akweinou et de Jules Akweikou. Le premier de ces agents a fait quoi comme faute? C'est que ce dernier devait aller dans le système, vérifier si les marchandises dont il voulait autoriser la sortie ont effectivement rempli les formalités, s'ils ont fait l'objet d'un dédouanement comme cela se doit. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas fait cette vérification et il a autorisé, n'est-ce pas, 2 conteneurs de boissons alcoolisées à sortir du port autonome de Cotonou. Et ces conteneurs ont été interceptés par ses collègues. Le second avait pour obligation de conduire, de convoyer 2 véhicules vers un parc de regroupement en vue de leur transit vers l'extérieur du pays. Il ne l'a pas fait et les véhicules se sont retrouvés dans un garage de réparation. Ces véhicules ont été interceptés également. Et le troisième a utilisé le véhicule de l'administration, donc un véhicule de la douane, pour transporter de la bière étrangère qui était couverte par une petite quittance. Comme c'est devenu récurrent, moi en tant que directeur général adjoint, je leur ai infligé 45 jours d'arrêt de rigueur qu'ils ont commencé à purger à la cellule du camp Kézo de Cotonou. Le ministre des Finances, à son niveau, a pris également une sanction supplémentaire qui consiste à radier ces 3 agents du tableau d'avancement pendant 2 années successives. Nous avons une nouvelle loi qui nous régit. Nous avons le code d'éthique et de bonne conduite qui doivent devenir désormais la brevière de tout un chacun de nous. Celui qui ne respectera pas ces tests se verra, n'est-ce pas, en prise avec les sanctions. D'autres sanctions sont en cours. Il n'y aura plus d'impunité. Et je voudrais demander à tous les responsables, à quelque niveau qu'ils soient, pour que chacun prenne ses responsabilités et sanctionne. Si quelqu'un ne sanctionne pas et que c'est au niveau supérieur qu'on constate qu'il y a, n'est-ce pas, de l'irrégularité à un endroit, et l'agent responsable de l'irrégularité et son patron qui n'a pas réagi seront tous 2 sanctionnés. Le préfet du littoral et toute son équipe n'ont pas eu de repos toute la journée d'hier. Ils l'ont d'ailleurs passé sur le terrain. À l'arrivée, le tronçon Barrière-Ouiho, Fidrocé-Plage, est libéré des constructions occupant l'emprise de la chaussée. Une descente qui touchera toutes les routes de Cotonou. William Choki. Rien ne résiste à cette machine. Munie de pelles mécaniques et accompagnée d'une horde de forces de l'ordre et de sécurité, Modeste Toboula, après 6 mois et demi de sensibilisation et d'explication, entame la phase répressive de l'opération de libération des espaces publics. Nous sommes déjà à 40% d'exécution physique et je pense que sinon, modestement parlant, sinon on est déjà au-delà de 40%.
Et je crois d'ici demain, d'ici après-demain, vous verrez par vous-même que les populations iront à 80-90%. Et après Fitch-Rossey, vous allez où? On est dans la dynamique d'intervenir au quotidien. Donc la dernière rue de Cotonou sera nettoyée. Sur le tronçon quittant la barrière de Ruijo jusqu'à Fitch-Rossey plage, toutes les constructions précaires ou en dur occupant l'emprise de la chaussée ont été démolies. Même les plaques d'indication et les panneaux publicitaires obstruant la visibilité sont à terre. Des images de villes clairsemées et débarrassées de toute pollution visuelle, le préfet entend aller jusqu'au bout. Dans tous les cas de figure, il n'y aura pas de recul. C'est clair dans notre tête. Cotonou va changer et a commencé par changer. En tout cas, ici à Fitch-Rossey, les carottes sont cuites. Le préfet et toute son équipe sont passés à la phase répressive, faire partie de force les résistants. Et puis la prochaine sortie du préfet et de son équipe est programmée pour demain vendredi. Mais Cotonou n'est pas qu'envahi par des occupants des espaces publics. Malgré les efforts, plusieurs infrastructures sont malheureusement en souffrance. C'est le cas des caniveaux malpropres et surtout pleins d'immondices de tout genre. Jean-Claude James est descendu sur le terrain. Reportage. L'incivisme a pris ses quartiers à Dantokpa et les caniveaux payent le grand prix. Les caniveaux au Bénin sont très sales. Disons que actuellement c'est mieux. Sinon, quand il pleut, les bonnes dames déversent les ordures dans le caniveau. Les mises en cause s'inscrivent en faux contre ces allégations. Je ne connais pas ceux qui déversent les ordures dedans. Les ordures proviennent de Saint-Michel. On ne jette pas les ordures dans les caniveaux, qu'il y a trop de contrôle ici. Comme vous pouvez le constater, ce caniveau est devenu un dépotoir d'ordures. Conséquence, l'air que je respire en ce moment est pollué. Malheureusement, c'est le quotidien de ces usagers. Ailleurs, on délègue des gens qui surveillent même les caniveaux jour et nuit pour interdire aux bonnes dames qui versent des ordures un peu partout de ne plus le faire. Et puis, ça dégage même des odeurs, ça peut rendre malade. L'entretien de ces ouvrages réalisés à grands frais un peu partout à Cotonou pour drainer les eaux semble ne plus être d'actualité. Face à la réalité, quelques pistes de solutions sont explorées ici. Nous, on a décidé de couvrir le caniveau avec un grillage qui va empêcher les ordures. Il faut fermer le caniveau avec une dalle et y installer ceux qui vendent tout autour. Sinon, ça ne sera jamais propre. Ça dégage trop de mauvaises odeurs. Mais avec l'opération de libération des espaces publics, nous voyons que les autorités veulent rendre la ville attractive. Nous appelons la mairie au secours. Un cri de cœur qui aura certainement un écho favorable auprès des responsables de la direction des services techniques de la mairie que nous avions tenté de rencontrer en vain. Autre volet de l'actualité, la Fondation Malekhossou et l'ONG Amour souhaitent accompagner le gouvernement dans l'exécution de son programme d'action. Elles ont animé hier une conférence de presse à Zogbokwé à Cotonou. Leur objectif est de sensibiliser les religieux à cet effet. Francis Faton, Jérôme Rongbo. La Fondation Malekhossou et l'ONG Amour sont deux structures imbues des principes religieux de la vie dans la cité. Elles se fixent comme première obligation l'accompagnement spirituel du programme d'action du gouvernement. Nous devons commencer à prier dans tous nos lieux de culte, de jour comme de nuit, en demandant au Seigneur Tout-Puissant de l'aider à réussir ce PAG afin que le peuple béninois soit un modèle de développement comme il a été un modèle de la démocratie en Afrique. Elles ont formulé les vœux de l'année nouvelle au chef de l'État et l'ont remercié pour la promotion des journalistes à des postes de responsabilité à l'extérieur. La conférence a par ailleurs invité les agents en grève au ministère des Finances au dialogue. Elle a également décerné un satisfecit à l'appareil de sécurité. Nous saluons aussi le dynamisme des ministres de l'Intérieur et de la Défense nationale, sans oublier les directeurs généraux de la police et de la gendarmerie nationale, qui sont en train de fournir des efforts appréciables pour mettre fin au rançonnement sur nos voies
et surtout les braquages dans nos villes. Abordant la question de la suspension de certains médias, les membres de ces deux structures ont invité le président de la HAC à trouver une solution à l'amiable. Le préfet de Lomé a rencontré la presse à Porto Novo pour rendre compte de 6 mois de gestion à la tête de la préfecture. Joachim Apiti, à l'occasion, a salué une collaboration fructueuse des membres de la conférence administrative départementale et des animateurs du programme d'assistance conseil. Guillaume Avianou, Patrick Nimanvo. Devant des membres de la conférence administrative départementale et la presse locale, Joachim Apiti rend compte de 6 mois de gestion à la tête de la préfecture de Lomé. Sur la période, le plan de travail annuel de la structure a été exécuté à 125% contre celui des 94% de la même période en 2015. Du 28 juillet 2016, date de sa prise de service, à ce jour, le préfet estime avoir eu autour de lui des collaborateurs se trouvant sur la même longueur d'onde que lui. Au niveau de la préfecture de Porto Novo, au lieu de 12 réunions de la conférence administrative départementale, c'est à 13 séances que nous avons eu droit, avec un taux de participation de 70%. De ces réunions sont sorties des décisions concrètes qui ont fait l'objet de suivi pour le bien-être de nos paisibles populations. Il rappelle au passage la philosophie qui a guidé les actions du programme annuel d'assistance conseil au profit des 8 conseils communaux du département. Un accent particulier a été mis sur la mobilisation des ressources propres par les autorités locales et la bonne gestion des ressources allouées, comme le FADEC et le PSDCC, qui ne sont rien d'autre que des accompagnements qui nécessitent certaines contraintes. Le préfet de Lomé présente ses vœux les meilleurs à tous et promet un plus grand engagement pour la bataille du bien-être des populations de Lomé en 2017. Direction le Nord, attention à la méningite, elle semble refaire surface à Parakou et Ndali. Un cas a été confirmé dans la zone sanitaire sus-indiquée et ça a été très tôt mis sous surveillance au centre hospitalier universitaire départemental du Borgou. Alexis Sassogba et Feder Agbado y ont fait un tour. Période d'harmattan, période propice à la propagation de la méningite sur le territoire béninois, précisément dans la ceinture rouge qui s'étend de Savet à Malanville. La période de l'harmattan, qui est caractérisée par un vent sec et chaud, constitue un facteur de risque en plus, où nous en arrivons souvent à avoir une augmentation des cas. Au niveau de la zone sanitaire Parakou-Ndali, le seul cas confirmé est isolé au service pédiatrie du CHU de Borgou. Cet enfant reçoit les soins adéquats. Les médecins veillent au grain afin d'éviter le pire. On donne les soins habituels, mais jusque-là, lorsqu'on a fait les examens, on n'a pas retrouvé le germe. Le traitement est mis et vous-même vous avez vu l'enfant, son état n'est pas trop inquiétant et nous espérons que d'ici quelques jours, cette situation va être réglée. La poussière soulevée par les différents travaux routiers en cours dans la ville de Parakou favorise également l'expansion de cette maladie. Les populations sont appelées à prendre des précautions. Il est réellement question d'inviter toute la population à réellement se protéger des voies aériennes à travers le port des barbettes. Les enfants sont caractérisés habituellement par un système immunitaire immature. Il faudrait protéger un peu ces enfants-là. Les narines doivent être protégées, la bouche doit être protégée, de même que les extrémités. La vaccination contre la méningite épidémique, donc contre le méningocoque. Et cette vaccination, les gens peuvent se procurer de ça. La méningite cause de graves lésions cérébrales. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, elle se révèle mortelle dans 50% des cas si elle n'est pas traitée.
Culture à présent, 8e édition du Festival chinois au Bénin. Le programme a été dévoilé au cours d'une conférence de presse ce mercredi au Centre culturel chinois. L'objectif des manifestations qui démarrent le samedi 7 janvier 2017 et vont s'étendre sur 2 semaines, donc jusqu'au samedi 18 février prochain. Le festival va prendre ses marques à travers tout le Bénin pour démarrer ainsi l'année du coq. Yves Agoropessi, Patrick Jossou. Le chiffre 8 à l'honneur. Nous sommes ici au Centre culturel chinois implanté au Bénin depuis 28 ans. 28 janvier, c'est le prochain jour de l'an chinois. Année 2017 dans le calendrier grégorien, année du coq pour le calendrier du zodiaque chinois. 8e édition du Festival du Nouvel An chinois au Bénin. 8 activités programmées, sans compter cette conférence de presse. Première grande rencontre du nouveau directeur avec les femmes et hommes des médias. La fête du printemps, c'est la plus grande fête et la plus animée d'entre les fêtes traditionnelles chinoises. Chaque année, le Centre culturel chinois au Bénin organise le festival du Nouvel An chinois. Autrefois baptisé Happy Spring Festival, heureux festival du printemps, le Happy Chinese New Year, joyeux Nouvel An chinois, débute le samedi 7 janvier pour cette édition. On aura une cérémonie fort simple. Il s'agira de la danse du lion et de la danse du dragon, suivi par le défilé international de mode qui doit rassembler des stylistes du Nigeria, du Togo, du Bénin et de la Chine. À cette occasion, on va également lancer la semaine de la cinématographie chinoise sur la chaîne nationale de télévision ORTB. L'art cinématographique projeté, l'art vestimentaire défilé, l'art plastique exposé, l'art culinaire démontré, l'art scénique présenté par la troupe chinoise de la province de Gansu. La 8e édition de ce festival s'achève le samedi 18 février 2017 en pleine année du coq. Et puis, il y a quelques jours, les membres de la coordination nationale du Wemerwe ont présenté le tissu de l'édition 2017. Pour ces retrouvailles annuelles des filles et fils de la vallée de l'Ouémé, il y a aussi un t-shirt et une casquette que les festivaliers doivent arborer l'avant-dernier jour de la fête. T-shirt et casquettes sont désormais disponibles. Guillaume Avienou nous les dévoile. Le samedi 24 décembre dernier, nous étions passés ici pour vous montrer l'unique tissu, n'est-ce pas, que les filles et fils de la vallée doivent porter. Et à l'occasion, nous avons indiqué que le tissu, le prix de cession, c'est 18 000 francs. D'accord? Le prix de cession n'a pas changé. Il demeure 18 000 francs. La demi-pièce, c'est à 9 000 francs. Il faut barrer, n'est-ce pas, la route aux spéculateurs. D'accord? Donc le prix de tissu, le prix de cession, c'est à 18 000. Il n'y a pas un seul rond là-dessus. Puisque à chaque édition, il y a toujours un t-shirt Lacoste et une casquette qui accompagne le tissu. Le prix de cession du t-shirt et de Lacoste, c'est à 5 000. Pas de spéculation à ce niveau également. Et je voudrais saisir l'opportunité pour présenter mes vœux les meilleurs de santé, de bonheur, de paix, de prospérité, de succès à tous les fils et filles de la vallée de l'Ouémé. Que l'année 2017 vous comble de tous ses bienfaits et que Dieu vous bénisse. Sport à présent, 3 orfèvres de football vont à la conquête du trophée du meilleur joueur africain de l'année 2016. On saura qui de Sadio Mané, de Richard Mahrez ou de Pierre-Emerick Aubameyang va décrocher le Graal. Ce soir, ça va être à Abuja, au Nigeria. Hospice Setonji Metoli nous propose ici un commentaire sur ce qu'on appelle la saison des 3 prétendants. Difficile de dire qui de Pierre-Emerick Aubameyang, Riyad Mahrez ou Sadio Mané va remporter le prestigieux trophée du meilleur footballeur africain de l'année 2016. Une chose est certaine toutefois, le verdict ne devrait pas provoquer la même polémique que l'année passée lorsque l'Ivoirien Yaya Touré s'était amèrement plaint d'avoir été battu par Aubameyang.
L'attaquant du Borussia Dortmund est cette fois-ci dans la peau du favori face aux deux joueurs qui se sont révélés au cours de ces derniers mois dans le championnat anglais. Riyad Mahrez, le champion d'Angleterre, il a réalisé une saison 2015-2016 phénoménale en remportant le championnat d'Angleterre avec Leicester City. À la surprise générale, c'est un exploit dans un pays où des institutions comme Manchester United, Chelsea ou Arsenal règnent habituellement en maître. Ce modeste club qu'est Leicester a en partie été porté au sommet par le talent du milieu de terrain offensif algérien. Ce dernier a d'ailleurs été désigné meilleur joueur de Première Ligue 2015-2016 par ses pairs ainsi que par les supporters. Cette saison, le joueur de 25 ans est certes moins irrésistible en championnat à l'image de son club. Mais ses performances en Coupe d'Europe, où les Fox se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, ont été brillantes et auront peut-être marqué le jury des trophées de la Confédération africaine de football. Sadio Mané, l'homme qui monte en puissance. Si les 10 jurés se focalisent sur les derniers mois, Sadio Mané a également de bonnes chances d'être le joueur africain de l'année 2016. Auteur d'une excellente saison 2015-2016, avec Southampton, le Sénégalais a depuis et surtout été transféré à Liverpool contre 40 millions d'euros environ. Une somme record pour un footballeur africain. Ces dernières semaines, l'attaquant de 24 ans a justifié l'investissement des Reds brillant en championnat. Sadio Mané va beaucoup manquer à Liverpool durant le mois de janvier. Celui-ci doit en effet disputer la Coupe d'Afrique des Nations avec l'équipe nationale du Sénégal, du 14 janvier au 5 février au Gabon. Des Lions de la Teranga qui ont gagné tous leurs matchs en éliminatoire de la CAN 2017 grâce entre autres aux prestations de leur nouvelle star. Sera-t-il le premier Sénégalais après le bouillant El Hadjouf à remporter cette distinction? Bien malin qui pourra le dire. Enfin, Aubameyang, un mois de janvier capital. Pour l'équipe nationale du Gabon, les derniers mois ont été beaucoup moins flamboyants que pour celle du Sénégal ou de l'Algérie. Les Panthères préparent la CAN 2017 à domicile en enchaînant les performances peu convaincantes. Pierre-Emerick Aubameyang, leur leader, est attendu au tournant en ce mois de janvier après l'élimination au premier tour de la CAN 2015. L'avant-centre a certes continué à enchaîner les buts en 2016 avec une trentaine de réalisations toutes compétitions confondues. Mais cela suffira-t-il à conserver son titre de meilleur joueur du continent? Pourra-t-il intégrer le cercle très fermé de ses 4 stars, Eto'o, Drogba, Yaya Touré et El Hadjouf, qui ont remporté plus d'une fois cette distinction? La réponse ce soir à Abuja. Et puis Cannes, Gabon 2017, la compétition approche à grands pas. Le match d'ouverture est prévu pour le 15 janvier prochain. Les différentes sélections qualifiées avaient jusqu'à minuit hier pour communiquer à la Confédération africaine de football leur liste des 23 joueurs retenus. Je vous propose d'aller à la découverte de la liste des 23 du pays hôte, le Gabon, emmené par sa vedette Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabon, hôte de la CAN du 14 janvier au 5 février prochain, est la première équipe à dévoiler la liste officielle des joueurs retenus. Pierre-Emerick Aubameyang, le capitaine de l'équipe et sociétaire du Borussia Dortmund, dirigera l'équipe pour le match d'ouverture du tournoi contre la Guinée-Bissau le 14 janvier à Libreville. Didier Ndong de Sunderland, le milieu de terrain de la Juventus de Turin, Mario Lemina, Bruno Ekwelemanga de Cardiff et l'attaquant du championnat chinois, Malik Evuna, constituent des atouts pour les Panthères. L'entraîneur du Gabon, José Antonio Camacho, a retenu 3 joueurs issus du championnat local. Le Gabon sera dans le groupe A en compagnie de la Guinée-Bissau, du Cameroun 4 fois vainqueur et du Burkina Faso, finaliste en 2013. Ainsi se referme ce journal. Merci de votre fidélité à nos programmes. Cette édition est à retrouver sur notre plateforme, le www.ortb.bj.